Tempête de neige en région parisienne, des bourrasques qui se sont décalées vers le nord-est du pays, de nombreux axes paralysés, l'aéroport de Roissy fermé pendant quelques heures et avec le retour du froid, de très gros risques de verglas. Météo France appelle à la vigilance. La marée noire s'intensifie chaque jour davantage. De l'île de Ré au Pays Basque, c'est tout le littoral atlantique qui est touché par endroits. Désormais, ce sont de grosses plaques qui remplacent les boulettes de fioul, une pollution qui pourrait durer plusieurs mois. En Côte d'Ivoire, la France met tout son poids pour empêcher le pays de sombrer dans la guerre civile. Dominique de Villepin, le ministre des Affaires étrangères, était aujourd'hui à Bouaké auprès des rebelles qui s'engagent à respecter le cessez-le-feu. Zazie à la carte sur la scène du Bataclan, un spectacle au gré des humeurs de l'artiste et du public. Zazie joue avec son répertoire. Madame, Monsieur, bonsoir. La surprise est venue du ciel avec l'arrivée soudaine de la neige qui a recouvert en quelques heures la région parisienne pour gagner le nord-est de la France. Nous y reviendrons. Une tempête à gros flocons qui n'aura pas manqué de provoquer aussitôt de nombreuses perturbations. En effet, les carambolages se sont multipliés sur les autoroutes A12, A13 avec des accidents impliquant près d'une quarantaine de voitures. Le trafic routier paralysé par endroits comme sur l'autoroute du Nord. Quant à l'aéroport de Roissy, il a été fermé pendant plusieurs heures. Ce soir, le préfet de police de Paris demande aux automobilistes de limiter leurs déplacements. Séverine Lebrun, Grégoire Osina. Des camions bloqués au bas d'une côte devenue trop glissante. Sur l'autoroute A1 cet après-midi, le verglas a surpris les poids lourds. Complètement immobilisés, il a fallu les remorquer pour tenter de désengorger le trafic. Ils font 1 kilomètre, et ils reglissent et ça repatine, ils sont immobilisés. Comme la plupart du temps ils sont à charge, automatiquement ils restent sur place, quoi. Donc il faut mettre du sable ou alors les tracter pour pouvoir les dégager le maximum. Derrière, une dizaine de kilomètres de bouchons et des automobilistes immobilisés pendant près de 4 heures. On nous avait annoncé un petit peu de neige, mais on ne pensait pas que ça allait être comme ça. Moi je suis surprise qu'il n'ait pas sablé ou salé avant. A12, A13, A3, de nombreuses artères ont été perturbées par la neige. Plusieurs carambolages ont été signalés. En Ile-de-France, on comptait pas moins de 130 km de bouchons au total. Des intempéries qui ont compliqué une journée déjà classée orange en raison du retour en vacances. Sur les aéroports parisiens, il a fallu employer des déneigeuses pour dégager les pistes. Les vols ont été suspendus pendant plus d'une heure. Résultat, dans les aérogares, des centaines de passagers en attente, comme ici, à Orly. C'est incroyable, quoi. C'est inadmissible. Franchement, qu'ils fassent des grèves ou qu'il y ait le mauvais temps, ils pourraient nous prévenir, quoi. J'ai amené ma petite fille pour le départ de 13h30 pour Marseille, 1 heure avant le départ. 13h30 n'est pas parti, ça a été reporté à 14h30. De 14h30, ça fait 15h15 et nous sommes toujours là, en attente. Attention, les chutes de neige seront suivies de fortes gelées dans la nuit avec des températures de -2 à -4 degrés. Cet après-midi, les bourrasques de neige qui ont affecté l'île de France se sont progressivement décalées vers l'est pour atteindre une partie de la Lorraine et de l'Alsace. Des neiges qui risquent de tenir au sol. La température est en baisse comme à Strasbourg. Reportage Christine Beauce et Pascal Rindinger. Première neige de l'année, rien d'exceptionnel pour un 4 janvier en Alsace, d'autant qu'ici, dès les premiers flocons, les services de l'équipement sont en alerte. Pas d'automobilistes pris au dépourvu, les saleuses ont entamé leur balai. Une douzaine d'engins salent et raclent 85 km d'autoroute entre Strasbourg et Sarreguemines depuis le début d'après-midi. Au QG de la Société d'autoroute du Nord et de l'Est de la France, on maîtrise la situation grâce à Météosat et des capteurs de température sur la chaussée. On suit, mais on fait mieux que suivre, on arrive à prévoir. Donc on prévoit, on se met en condition, on se prépare et effectivement après on suit. On arrive donc de ce fait un petit peu à mettre des gens en astreinte, en double astreinte, etc. pour toujours être prêt à intervenir. 35 personnes vont se relayer cette nuit pour sécuriser ce tronçon d'autoroute. Pour l'instant, les chutes de neige se sont interrompues, mais les températures continuent à baisser et risquent de provoquer du verglas. Très grosse difficulté dans le nord pour ces automobilistes qui se sont retrouvés piégés par la neige. Thierry Curtet. Demi-tour, surtout ne pas entrer sur l'autoroute, elle s'est transformée en souricière. Ces automobilistes risqueraient d'y passer la nuit. Impossible de faire aller les gens, ils resteront bloqués sur autoroute, donc on les fait dévier.
Qu'est-ce que vous leur conseillez là depuis tout à l'heure? De dormir sur Reims s'ils peuvent, parce que vu les conditions météorologiques, là, ça sera impossible. L'autoroute est coupée aussi en direction de Paris et de Lille. Donc le mieux, c'est qu'ils dorment sur Reims. L'autoroute A4 fermée et pas de solution alternative pendant un bon moment sur toute cette partie de l'Est de la France. Je vais bien trouver un moyen, moi il faut bien que je rentre, hein. Ma femme a besoin d'aller en cours, donc elle a ses examens la fin de semaine, donc voilà. Hein. On va faire avec, hein. De toute façon, tranquille, doucement, puis voilà. Les services de l'équipement, bien aidés par la fin des précipitations, sont venus à bout de la neige en quelques heures. Le trafic a repris en fin d'après-midi, mais il reste dense. Des bouchons se forment encore en ce moment même, à la moindre montée un peu rude. La neige tassée et le retour du froid provoquent très vite un épais verglas. Une bonne nouvelle tout de même, les embouteillages que l'on craignait sur la route des retours n'étaient pas au rendez-vous. Les vacanciers ont quitté les stations sous la neige, mais la plupart avaient pris la précaution d'avancer leur départ. Peu de perturbations autour de Bourg-Saint-Maurice, mais une recommandation, mettez vos chaînes si vous devez prendre la route. Enfin, les risques d'avalanche en Savoie et Haute-Savoie sont importants après les grosses chutes de neige qui ont touché les Alpes. Retour à présent dans la capitale avec ces images de cartes postales, de la vraie neige toute blanche partout, sur les toits, sur les pelouses et sur les arbres, pour le plus grand plaisir des enfants. Un pari insolite, photo instantanée, Loïc de la Mornay, Pauline Revenaz. Paris revisité par la palette des vrais cieux d'hiver. Ce n'est pas rarissime, mais suffisamment joli pour qu'on veuille s'offrir une balade en images qui change un peu. Plus tôt dans l'après-midi, les Parisiens avaient affronté les bourrasques de neige à vie partagée. C'est génial. C'est un vrai temps d'hiver, c'est super. C'est un peu frais, mais bon, on s'y attendait pas, mais c'est sympa sinon. Si, c'est beau, mais vous voyez, ça fait un peu dégueulasse quand même, quoi. Avec toutes les voitures à ce passage, c'est un peu crade, quoi. Quant aux touristes, certains ne sont pas dépaysés. On vient du Québec. Et alors, ça vous fait quoi de voir Paris comme ça sous la neige? Ouais, ça nous déconcentre quand même un peu, parce qu'on s'attendait pas à venir voir Paris sous la neige. On est venu pour faire un peu de visite, mais Par contre, ça nous rend moins nostalgiques. Bois de Boulogne, les tendres bords du lac deviennent pistes de luge, les chiens d'appartement chiens de traîneau et les chalets des îles chalets alpins. Et les bonhommes de neige ont les yeux de leurs jeunes créateurs, c'est-à-dire à la nordique ou à l'asiatique. À quoi doit-on s'attendre dans les heures qui viennent et la nuit prochaine? Avec nous, Laurent Romeshko, notre spécialiste météo. Alors d'abord, bonsoir, peut-être un mot d'explication. Le thermomètre a violemment chuté en quelques heures après 15 jours de température presque printanière. Oui, avec des températures qui étaient 6 à 7 degrés au-dessus des normales. Et puis là, d'un seul coup, on repasse 6 à 7 en dessous. C'est de l'air polaire qui est arrivé sur nous, sur pratiquement toute la moitié nord. Alors cet air est arrivé très très vite ce matin, pour vous dire, à Paris. À 7 heures ce matin, il y avait 8 degrés au thermomètre. Et à 14 heures, on est descendu jusqu'à moins 2 degrés. On a donc perdu en quelques heures une dizaine de degrés. L'autre particularité, c'est qu'il y avait cette perturbation et il y a eu un retour d'occlusion, un petit minimum dépressionnaire. Cette perturbation est repassée un peu plus au nord et au contact de l'air froid, bien, ce paquet nuageux que vous voyez a donné les chutes de neige avec les conséquences qu'on a pu voir il y a quelques instants. Et ce front est en train de se décaler tout doucement vers les régions du quart nord-est. Laurent, quelles sont les recommandations de Météo France? Le froid va s'installer avec des risques de verglas? Alors, le froid s'installe pour plusieurs jours, ça c'est certain. Les températures vont encore baisser. On attend localement parfois entre moins 10 et moins 8 degrés, notamment sur les sols enneigés à cause du rayonnement. On reste en vigilance orange de niveau 3 sur les départements de la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle ainsi que le Bas-Rhin, avec là une dizaine de centimètres de neige au sol. Et puis ailleurs, là où la neige s'est arrêtée, en revanche, il risque d'y avoir un risque fort de plaques de verglas durant cette nuit, puisque les températures vont véritablement chuter. Donc tous les départements qui sont en orange, la neige devrait se transformer en pluie en arrivant sur le Berry, en dessous de Bourges théoriquement. Eh bien, ce seront les parapluies qui seront ouverts avec de la pluie. Merci Laurent Romeshko. L'actualité de ce samedi est dominée par la marée noire, une situation qui au fil des heures devient particulièrement préoccupante avec l'apparition de nouvelles plaques de pétrole désormais de l'île de Ré au Pays Basque. C'est tout le littoral atlantique qui est concerné.
concernés. La ministre de l'écologie, Roselyne Bachelot, annonce ce soir l'arrivée de 200 militaires dès lundi, une mesure de première urgence. Ces effectifs rejoindront les spécialistes de la sécurité civile. Comme vous allez le voir sur la carte, des boulettes de fioul ont été repérées sur plusieurs plages de Vendée, dans l'estuaire de la Gironde pour la première fois ce matin et sur la côte sauvage, à l'entrée du bassin de Marennes-Oléron. Quant aux abords du bassin d'Arcachon, 2 grosses nappes de 20 mètres de large sur 150 mètres de long ont été identifiées cet après-midi. Arcachon, où le ramassage et la pêche des coquillages ont été interdits à titre préventif. Partons tout de suite pour la Gironde, qui est aujourd'hui la zone la plus touchée par la pollution. Désormais, ce sont de véritables plaques de fioul qui ont remplacé les boulettes d'hydrocarbures. À Montalivet, l'arrivée de 25 hommes de la sécurité civile est prévue avant demain. Reportage David Bazier et Philippe Turpot. Ils arrivent du large et ne parviennent plus à voler. Des oiseaux piégés par le mazout ont fait leur apparition sur les côtes du Médoc, au nord de la Gironde. On va l'envoyer vers un centre où ils vont être nettoyés. Et en théorie, celui-ci doit être sauvé puisqu'apparemment il n'a pas ingéré beaucoup de goudron pour l'instant. Car aujourd'hui, le pétrole du Prestige n'arrivait plus par petites boulettes, mais par grosses galettes. Michel Bibé est le maire de Montalivet, une commune qui a bâti sa réputation sur la pureté de son environnement. C'est pas possible. Comment on va accueillir nos touristes? On ne va pas les accueillir. Qu'est-ce qui va se passer? Comment on va nettoyer? Pour l'heure, l'hélicoptère de la gendarmerie multiplie les survols pour détecter l'ensemble des endroits pollués. Dépêché sur les plages, le sous-préfet de la zone patrouille en 4x4 et demande des moyens à la cellule de crise. C'est pas très épais, ça doit faire 5-6 cm d'épaisseur maximum, mais c'est assez large et c'est sur des secteurs bien délimités. Donc ça doit être relativement facile à récupérer avec les techniques pelle et seau, plutôt qu'avec les trieuses. Ce soir, un responsable de la sécurité civile est arrivé à Montalivet. Derrière lui, 25 hommes sont en route, une section de professionnels qui pourra, le cas échéant, encadrer des volontaires dont la commune a besoin pour dépolluer ses 15 km de côte. En Gironde toujours, les élus locaux prennent les choses en main. Devant l'ampleur de la catastrophe annoncée, les communes les moins riches n'ont pas d'autre choix que de faire appel aux bénévoles, mais pas question de négliger leur sécurité. Reportage Caroline Pham, Philippe Dubail. Voilà, sur le week-end et puis si nécessaire, je prendrai des jours de congé. Vous seriez prêt à prendre des jours de congé si nécessaire? Ouais. Un volontaire de plus, très motivé. Ils sont pour l'instant une trentaine, du Porge et même de Bordeaux, à proposer leurs bras pour nettoyer la plage. Il faut qu'on apporte notre pierre à l'édifice, il faut qu'on puisse montrer que tout le monde est touché, qu'on est impliqué. Peut-être que ça mobilisera des énergies plus grandes. Les conditions sont rigoureuses, certificat médical et vaccins sont obligatoires. Cette pollution présente un danger pour la santé, elle est toxique. Au Porge, on en est bien conscient, mais les volontaires ne seront pas de trop. Il y a la queue à la main, mais on pourra ramasser que les grosses particules, parce que quand on voit les milliers, les millions de toutes petites particules qu'il y a sur le sable, celles-ci, on ne pourra pas les ramasser, et je pense que ça va nous polluer le sable, ça. Là, on se lance, je pense, dans le courant de la semaine à l'opération nettoyage. Le maire du Porge est en contact avec ses collègues du littoral. Chacun s'organise, dresse un état des lieux. Oui, il y a besoin de bras, mais ce que je souhaiterais aussi, c'est que l'armée soit vraiment mise à disposition des communes, dans des proportions importantes. D'ailleurs, des voix s'élèvent contre le recours aux bénévoles. Greenpeace relance le débat. Les volontaires, il y en aura effectivement qui viendront nettoyer les plages, mais pour nous, il faut poser le problème sur le plan politique, c'est-à-dire que face à l'incurie des gouvernements et des industriels, la facture, elle doit être payée par les pollueurs, et les pollueurs, on les connaît. La commune du Porge a dans tous les cas bien l'intention de présenter la facture. À Biscarrosse, comme ailleurs, on regarde avec inquiétude ce nouveau type de pollution, une pollution fragmentée qui risque de salir pendant des mois par petites vagues les plages de la région, et c'est la saison touristique qui risque d'en pâtir. Sophie Mézel, Marie Cazot. Voilà des plages à perte de vue qui font habituellement le grand bonheur des vacanciers. Sauf que pour le moment, on n'y poserait pas sa serviette. La pollution est plus forte ici de jour en jour, et il ne s'agit plus maintenant de donner dans la dentelle pour nettoyer. Efficacité d'abord, quitte à prendre au passage une bonne dose de sable. Mais ce n'est pas le pire. Tout ce qui s'est collé derrière les rochers, là. Et ça, on peut pas, c'est inaccessible. Là.
On est en pleine saison morte à Biscarrosse, mais les 10 000 habitants que comptent le bourg et la plage se relayent ici incrédules. S'ils ne le voyaient pas de leurs yeux, ils n'y croiraient pas. Ce que j'ai peur, c'est la durée. C'est-à-dire que ça s'étale sur des mois et des mois. Et que ça fout en l'air un petit peu la saison à Biscarrosse. L'un des 3 seuls commerces ouverts sur cette période de l'année, c'est pourtant qu'il ne pourra pas se passer de sa clientèle de passage pour régler ses traites. Si on ne peut pas aller sur la plage, personne ne va venir ici, parce qu'à part la plage, il n'y a pas grand-chose d'autre. Les lacs, mais bon, les lacs, ils ne vont pas y rester en permanence. Ils viennent surtout pour la plage, pour la mer. Pourtant, le seul hôtel ouvert toute l'année n'a pour le moment reçu aucun appel de désistement. La question maintenant est de savoir si Biscarrosse aura le temps de sauver sa saison touristique qui démarre dans 4 mois et s'échelonne jusqu'à l'été avec des pointes de plus de 100 000 vacanciers. Les côtes de Charente-Maritime ne sont pas épargnées. La pollution au fioul qui avait été repérée ces derniers jours n'était due qu'à des dégazages sauvages, mais depuis cette nuit, c'est bien le pétrole du Prestige qui commence à toucher les plages autour de Royan. Que dire maintenant des pêcheurs dont l'activité risque d'être perturbée par cette pollution qui devrait aller en s'amplifiant dans les jours à venir? La météo s'en mêle et les chalutiers qui devaient commencer à ramasser en pleine mer le fioul déversé par le Prestige n'ont pas pu effectuer leur mission. Des creux de plusieurs mètres les en ont empêchés. Dorothée Cochard, Virginie Travers. À bord des chalutiers, des filets prototypes pour capturer la nappe de fioul. C'était hier soir et le capitaine espérait une accalmie. En vain. La mer était encore trop formée aujourd'hui. On n'a pas réussi à repérer les nappes de fioul dans la mer démontée. Et il n'y a que ce soir, au moment où la mer s'est calmée, qu'on a commencé à en voir quelques-unes. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'elles sont assez proches. Hein. Nous sommes à 35 km, 40 km des côtes vendéennes. Au port, les marins attendent les nouvelles. Si le filet prototype marche, ils pourraient être réquisitionnés eux aussi pour aller pêcher le pétrole en mer. On est content d'aider parce que pour pas qu'il y ait de pollution sur la côte. Et puis c'est une tuile pour nous parce que bon, on pêchera pas. Quoi. Ceux qui font la tête, ce sont les poissonniers. Parce que ça n'est pas en allant pêcher le pétrole que les marins vont ramener du poisson. À Saint-Gilles, il y a 10 gros bateaux. Et c'est ces gros bateaux-là qui doivent partir justement pêcher. Si le premier bateau ça marche, son procédé et qu'il faut y aller, ils vont tous y aller. Quoi. Donc si on n'a que les petits bateaux pour travailler, on n'aura pas de quantité, rien à vendre suffisant pour travailler, bien travailler. À une quinzaine de kilomètres au sud de Saint-Gilles, un promeneur a fait appeler les pompiers. On un peu plus loin, là, une bonne centaine de mètres. Plusieurs boulettes de fioul, elles seront analysées demain pour savoir si elles viennent d'Espagne. Mais à regarder les autres déchets charriés par la tempête des derniers jours, il y a peu de doute. Voyons à présent quel est le dispositif français qui sera déployé en mer et sur les côtes. Une flottille qui pompe à la source le fioul, d'autres navires qui récupèrent le pétrole avant qu'il ne touche les côtes. Autant de mesures soutenues financièrement par le déblocage de 50 millions d'euros annoncé par le gouvernement hier. Vincent Fourcade. Fin de matinée, le d'Entrecasteaux quitte le port de Brest. À son bord, 80 marins, plus un hélicoptère de reconnaissance. Dans moins de 24 heures, il sera sur zone, à 400 km au large de la Gironde, au cœur de la principale pollution. Sa mission, coordonner l'action de 4 navires récupérateurs et de 3 chalutiers venus d'Espagne. Plus au nord, près de l'île Dieu, c'est l'Alcyon qui est à la manœuvre. L'Alcyon, ce navire ravitailleur de 53 mètres, chargé de coordonner le travail des chalutiers équipés de filets expérimentaux. Même dispositif un peu plus au sud, cette fois, il s'agit là de traquer une nappe de pétrole qui menace la région des Sables d'Olonne. À terre, les moyens de lutte finissent également d'être déployés. Après les Pyrénées-Atlantiques, les Landes et la Gironde, la Charente-Maritime a déclenché hier à son tour le plan Polmar-Terre. 4 départements qui vont bientôt recevoir l'appui d'une centaine de sauveteurs de la sécurité civile. Et les militaires sont eux aussi en route. Ils auront pour mission de créer des zones de stockage et d'améliorer les techniques de ramassage. Aide technique donc, mais également financière. Le gouvernement vient de débloquer une enveloppe de 50 millions d'euros. 10 millions pour financer les plans Polmar, le reste pour aider le secteur du tourisme en cas de crise. Ceci nous amène à nous intéresser à une autre épave, celle du Tricolore, qui s'est échouée il y a plus de 15 jours dans le détroit du Pas-de-Calais. Depuis son naufrage, 2 bateaux l'ont percuté. Et puis concernant les cuves du pétrolier turc Vicky, qui est entré, lui, en collision avec l'épave du navire norvégien, c'est demain que le pompage devrait démarrer. Isabelle Quintard, Pierre Bonjoseph.
À marée haute et à l'œil nu, le danger ne se voit pas, ne se devine même pas. Juste un peu d'écume. Mais à marée basse, voilà ce qu'il y a en dessous. Un monstre d'acier de plus de 190 mètres couché sur le flanc. Seuls les radars peuvent le détecter, mais à 2 reprises déjà, l'épave du Tricolore a été percutée par des navires, et ce malgré le balisage. On ne sait plus très bien, si vous voulez, ce que rajouter là. À partir du moment où il y a 5 bouées autour et puis 3 bateaux qui patrouillent, sachant qu'on est parti en plus pour des mois, parce qu'on s'intéresse à aujourd'hui, mais il va falloir durer. On a peut-être une vingtaine de bateaux en même temps à la vue. Le secrétaire d'État au transport et à la mer a survolé la zone ce matin et a pu le constater. Chaque jour, sans nouvelle collision est un miracle. 450 navires commerciaux passent ici quotidiennement, mais selon lui, ce n'est pas leur nombre, mais leur surveillance qui pose problème. Il faut certainement améliorer les moyens et arriver à un suivi quasi personnalisé de chaque bateau. On ne fera pas du contrôle aérien avec quelqu'un, une table de contrôle qui donne sa voix au pilote très précisément. Il faut arriver à suivre de très près chaque navire pour éviter ce risque de collision ou les accidents qui ont pu se passer ces derniers temps. Quant au Vicky, second cargo à avoir percuté l'épave, il est actuellement à 20 km des côtes belges. Le pompage de ces cuves devrait commencer demain afin de permettre son évacuation vers un port refuge. Sur le front des inondations, la tendance est plutôt à la baisse ou à la stabilisation. Reste que dans le département de l'Aisne, où le niveau baisse en amont mais remonte en aval, les pompiers ont dû intervenir pour évacuer les agriculteurs et leurs troupeaux pris par les eaux. Mathias Illian, Maxime Soulard. Des pluies abondantes depuis hier, la neige depuis ce matin. À Condren, ce début d'année 2003 est pour le moins humide. Comme une bonne partie des habitants du village, Jean-Paul Van Elsen a les pieds dans l'eau. La nuit dernière, cet éleveur l'a passé à entasser de la paille dans son étable. Ses 90 vaches sont pour le moment saines et sauves. Vous avez peur pour vos bêtes là? Peur, oui. Oui. Ça représente tout. Hein. Toute une vie de travail. Ça. Ce soir, les pompiers sont venus jusqu'à sa ferme. Ils sont là pour tenter de convaincre l'éleveur d'évacuer ses vaches. Et déjà, il y a 5 cm de plus que ce qui était prévu ce soir. On était prévu à 2,95. Donc, moi, je viens vous voir parce qu'il faut les sortir maintenant. Ce ne sera pas quand elles seront dans l'eau. Hein. Et puis, ça va nous poser de plus en plus de problèmes. Hein. Il faut absolument sortir ce soir. C'est pas sortir ce soir. Il ne faut pas me faire de misère. Pour sortir un peu ça au soir, c'est pas possible. C'est pas possible, monsieur. C'est pas possible. Dans le noir, attendez, alors, on va pas les canaliser. non, c'est pas possible. Vous allez les monter en camion, c'est pas des lapins, c'est des vaches. Et les mettre. Non, je vais temporiser, je me mets la nuit, je vais passer la nuit là-dedans, je vais charger de la paille, je vais passer perdre 2 tonnes de paille s'il le faut, mais je vais pailler, je vais mettre de la paille, non, non. Non, sortiront pas ce soir, c'est pas possible. Ce soir à Condren, le niveau de l'eau dépasse 2,90 m. Selon les prévisions météo, il pourrait encore monter de 20 cm la nuit prochaine. Les pluies diluviennes en Europe ont provoqué de très gros dégâts, notamment en Allemagne. Le niveau des fleuves atteignait des records hier. La situation est stationnaire maintenant et plutôt à la baisse dans l'est du pays. À l'inverse, à l'ouest, on enregistre encore une montée des eaux. Concernant maintenant le bilan de ces intempéries, 3 personnes en Allemagne ont été tuées. En Côte d'Ivoire, la France a mis tout son poids pour tenter de sortir le pays de la guerre civile. Le président Gbagbo acceptait hier soir un cessez-le-feu total. Dominique de Villepin n'a pas ménagé sa peine. Le ministre des Affaires étrangères poursuivait aujourd'hui sa visite. Il a rencontré les rebelles de Bouaké. Alain Chalvron, Bruno Géraudon. La brousse en direction de Bouaké, la capitale des rebelles du Nord. Dominique de Villepin la survole en hélicoptère. Vue d'en haut, la Côte d'Ivoire ne paraît pas cicatrisée par une ligne de cessez-le-feu. Mais sur place, à Bouaké, les maîtres sont bien les chefs mutins du MPCI. Ce sont eux, un peu intimidés, que le ministre accueille à l'entrée de la mission Baptiste qui sert de QG aux forces françaises. On est un peu en avance, vous êtes un peu en retard. 1h30 de huis clos, avec ces hommes qui tiennent la moitié du pays. Entretien positif, apparemment. Il y a un vrai dialogue qui s'est noué ce matin, et je crois un bon dialogue qui a permis d'avancer dans la voie qui est la nôtre, c'est-à-dire la recherche d'un règlement politique. Deuxième étape, Thiébissou, un des postes de l'armée française sur la ligne de cessez-le-feu. Brève tournée des popotes pour Dominique de Villepin. Les 2500 hommes de l'opération Licorne sont désormais un élément essentiel du puzzle ivoirien. Enfin, troisième étape, retour à Abidjan. Et nouvel entretien, le troisième avec le président Gbagbo. Le ministre des Affaires étrangères semble avoir dégagé un consensus. Tout le monde est d'accord pour considérer que le cessez-le-feu doit être respecté
pleinement et absolument dans ce pays. C'est là une condition sine qua non pour relancer le processus politique. C'est un processus important. Nous avons proposé la tenue à Paris d'une réunion qui se tiendra le 15 janvier de l'ensemble des forces politiques ivoiriennes. Prochaine étape donc Paris, le 15 janvier. Tous les partis politiques ivoiriens et toutes les forces en présence sur le terrain devraient donc se retrouver autour d'une même table. Reste un point d'interrogation, les rebelles de l'Ouest, autonomes par rapport à ceux du Nord, qui n'ont pas été consultés, faute de temps. Les rebelles du Nord qui, on vous le disait, se sont engagés aujourd'hui à respecter le cessez-le-feu avec la promesse de venir à Paris pour préparer le sommet proposé par la France. Reste la méfiance d'un grand nombre de ces rebelles qui ne croient pas aux déclarations du président ivoirien, comme le montre ce reportage de nos envoyés spéciaux Richard Binet et Sylvain Dauba. Durant les négociations, l'entraînement continue. Démonstration de force du MPCI dans les rues de Bouaké, devenue la capitale rebelle du Nord de la Côte d'Ivoire. La venue de Dominique de Villepin est qualifiée de bonne nouvelle, mais pour le sergent Ousmane Chérif et ses hommes, pas question de baisser la garde. Mais je pense que la période dans laquelle nous nous trouvons, il faut encore doubler plus de vigilance, il faut encore travailler. Pas question non plus de blesser la France, soupçonnée hier de soutenir l'armée loyaliste. Dominique de Villepin est accueilli dans un fief rebelle au cri de « Vive la France », mais abat le président Gbagbo. Nous ne voulons pas Gbagbo en Côte d'Ivoire aujourd'hui. On ne veut pas de lui aujourd'hui et on ne veut pas de lui demain. Il a trop tué nos hommes à Bouaké ici. Après les déclarations guerrières de ces derniers jours contre la force d'interposition française, les responsables du MPCI ont adouci leurs propos. Plus question d'offensive finale, tout au moins jusqu'aux négociations prévues à Paris le 15 janvier prochain. Depuis le 17 octobre, le MPCI essaie et force de pouvoir contenir ces troupes juste sur place jusqu'ici, près de 3 mois environ. Et ce n'est pas maintenant où nous pensons qu'avec l'arrivée de la France dans les négociations que nous allons aboutir, que nous allons nous amener à faire des exactions, bien à vouloir violer cette cessation. Pour les rebelles, la visite de Dominique de Villepin sonne comme une reconnaissance. Ils savent que désormais la France compte avec eux, notamment lors des négociations prévues à la mi-janvier à Paris. À Paris, un rabbin a été blessé d'un coup de couteau à l'intérieur d'une synagogue. Ces jours ne sont pas en danger. Cet acte provoque émotion et indignation. Maude Ninov et Annie Triboire. Le rabbin préparait l'office du Shabbat seul à la synagogue quand il a été agressé hier à 16h30. Il a reçu un coup de couteau à l'abdomen sur le pas de la porte. L'enquête a débuté ce matin, mais l'agresseur était casqué et il n'y a aucun témoin. Je n'ai pas pu du tout discerner cette personne-là. Il a simplement dit, mais avec un accent que je reconnais davantage français qu'arabe, Allah ou Akbar, on aura ta peau. Le rabbin Gabriel Fari est une figure emblématique du mouvement juif libéral de France, un mouvement qui prône l'ouverture religieuse avec les chrétiens et les musulmans et appelle au dialogue entre Israéliens et Palestiniens. Le matin même de son agression, le rabbin a pourtant reçu une lettre de menace annonçant une vengeance au nom du djihad. Peu nombreux sont ceux qui sont enclins à ce type de dialogue, qui est un dialogue forcément difficile parce qu'il met en jeu très malheureusement à la fois des idéologies religieuses mais également des idéologies politiques, et on a très vite fait de faire un amalgame entre être juif ou être israélien, sachant que l'un est une religion, l'autre est une nationalité. Le rabbin préfère donc parler d'un acte isolé. Mais la communauté juive appréhende d'autres agressions, en dépit des efforts faits ces derniers mois pour se protéger. Sans plus de preuves que pour la naissance d'Ève, le bébé présumé cloné, les Raéliens annoncent aujourd'hui la venue au monde d'un deuxième bébé cloné, une petite fille d'un couple de lesbiennes néerlandaises. En France, un cambriolage qui intrigue les autorités à Marseille. C'est un stock de vêtements et badges de la police et de l'armée qui a été dérobé. Yannick Aroussi, Christophe Larocca. La propriétaire reconstitue le butin des voleurs tandis que la porte fracturée est renforcée. Dans la nuit de jeudi à vendredi, cette entreprise qui fournit les forces de l'ordre a été cambriolée. Une vingtaine de bancs de velcro marqués police et gendarmerie, 20 t-shirts et 30 écussons siglés brigade anticriminalité ont été dérobés. Je ne sais pas du tout leur intention, je ne sais pas si c'est des petits voyous qui sont venus et qui ont raflé dans le noir et ils n'ont pas vu, ou c'est des gens qui nous ont vu travailler.
Les écussons de la sécurité civile, par exemple, ont été épargnés. Alors, quelles sont les intentions des cambrioleurs? Petits voyous, membres du grand banditisme, la préfecture de police minimise. Aucun uniforme complet n'a été dérobé. Mais il y a tout de même de quoi se faire passer pour des policiers. Il suffit d'être à trois dans un véhicule qui ressemble au véhicule banalisé, de tourner et même, si vous voulez, n'importe qui peut être embêté et importuné par ces jeunes qui voudront peut-être faire jouer à la police, quoi. D'autres syndicats craignent que les objets dérobés puissent favoriser des actes terroristes. Une enquête est ouverte. Largement connu des services de police, un détenu corse qui s'était évadé de la prison de Borgo en novembre 1998 a été arrêté hier près de Paris, un dangereux malfaiteur qui, depuis sa cavale, pourrait avoir commis plusieurs meurtres. L'œil de la Mornay, Jacques Gérard. Hier matin, la moto de Joseph Manconi est enfin venue se garer au 7 rue des Érables. Les policiers ont planqué des mois dans cette rue. Ils savaient que dans cette résidence cossue de Rocancourt, Joseph Manconi avait un appartement inoccupé depuis longtemps. Mais ils savaient aussi qu'il y avait laissé quelques affaires. Sur cette petite information, ils ont fondé leurs espoirs d'un passage du fugitif, évadé de la prison de Borgo il y a plus de 4 ans. On ne l'a jamais prise. Ce sont des enquêtes qui sont difficiles, longues. On bénéficie de peu de renseignements provenant de ce qu'il est convenu d'appeler le milieu, parce que ce sont des structures qui sont très fermées, difficiles d'accès. Ils connaissent la plupart de nos techniques d'investigation. On est toujours obligé de faire preuve d'imagination et d'avancer même en matière, et surtout en matière technologique, pour essayer d'être à la pointe de ce qui se fait comme eux. Joseph Manconi s'était évadé avec un co-détenu en novembre 1998. Des complices leur avaient fourni de grandes échelles qui leur permirent de franchir un mur d'enceinte de 7 mètres de haut. Connu pour des vols à main armée, Joseph Manconi était recherché dans le cadre de plusieurs enquêtes pour assassinat. D'abord, celui d'un légionnaire à Calvi en 1997. Puis ceux, en 2001, des frères Marcelli retrouvés calcinés dans leur véhicule et de Nicolas Montini, tué dans un cybercafé de Bastia. Les policiers privilégient cependant l'hypothèse de règlement de compte dans le milieu du grand banditisme plutôt que dans celui du nationalisme corse. Après l'incendie qui a dévasté le château de Lunéville, la population s'est réveillée ce matin toujours sous le choc. Un mouvement de solidarité devrait aider à la reconstruction du Petit Versailles. Gérard Dalmas. On ne croyait pas avoir changé de lieu, disait Voltaire, quand on passait de Versailles à Lunéville. Lunéville, le Petit Versailles, la deuxième cour d'Europe du temps du roi Stanislas, beau-père de Louis XV. La vitrine de la Lorraine n'est plus que ruine fumante, menaçant de s'écrouler. L'édifice est fragilisé, le gel peut aggraver les dégâts. L'incendie galopant, sans doute un court-circuit, a ravagé entre autres les appartements de Stanislas et la chapelle, réplique parfaite de la chapelle royale de Versailles. La richissime bibliothèque est partie en fumée, idem pour le musée des fameuses faïences, dont quelques-unes des pièces majeures ont été sauvées par une chaîne de bénévoles. La restauration et même la reconstruction, Jean-Jacques Ayagon, ministre de la Culture, l'a affirmé sur place, débutera sans tarder, notamment grâce à une prochaine souscription nationale. Joyau du siècle des Lumières, Lunéville a déjà été endommagé 6 fois par le feu. Le feu qui a tué Stanislas, dont la robe de chambre s'est embrasée devant la cheminée. Un mot de football avec cet après-midi les premiers matchs des 32e de finale de la Coupe de France. Marseille a battu Bastia 2-0. Les 2 buts ont été inscrits dans le dernier quart d'heure. À noter les éliminations de 2 clubs de Première Ligue. Monaco a été battu à Vascol 3-2 et Grenoble s'est imposé face à Sochaux 2-1. Une station de ski non fumeur, pourquoi pas, aux Ouches, en Haute-Savoie, un nouveau système contre les mégots de cigarettes sur les pistes vient d'être engagé. Il s'inscrit plus globalement dans la lutte contre la pollution de l'environnement. Imaginez qu'un mégot de cigarette met 2 à 20 ans pour se désintégrer. Anoul Burel et Mathias Barrois. À sport d'hiver, sportif d'hiver. En haut des pistes, certains fumeurs transforment les stations en champs de mégots et les éleveurs qui les traverseront 6 mois plus tard se passeraient bien du magot. Voilà, j'en ai marre, je suis un peu révolté de voir tout ça parce que c'est quand même dommage que bon, je suis pas contre les fumeurs, mais au moins qu'ils fassent attention ou de ne pas balancer les mégots n'importe où.
Aux Ouches, la guerre aux mégots est déclarée. Voici le no-mégot. Voilà mon forfait et je vous donne une petite pochette no-mégot pour éviter de jeter les mégots dans la nature. 20 000 de ces petits collecteurs de mégots sont distribués ici depuis Noël. 10 jours seulement, les skieurs n'ont pas encore changé toutes leurs habitudes. Quand je suis ailleurs, je le mets dans un cendrier, ou bien entendu, mais quand je suis dans pleine nature, je fais attention pour ne pas mettre le feu, bien entendu. Mais je ne connaissais pas, c'est vrai. Il permet aux fumeurs de faire un geste civique, c'est-à-dire de ne pas faire un geste incivique en rejetant sa cigarette par terre, donc en dérangeant aussi l'espace du non-fumeur. Il permet aux non-fumeurs d'offrir quelque chose aux fumeurs qui les mettent d'accord tous les deux, c'est-à-dire leur permettre tous les deux de respecter l'environnement. Allez, on y va. Et même à l'école de ski, après le planter du bâton, on apprend le planter du mégot. C'est un petit cendrier portatif que tu peux mettre dans ton paquet de cigarettes. La petite boîte fait un carton et les élèves prennent le pli, alors pourquoi pas rêver? Maintenant, avec ce no-mégot, nous avons pris une nouvelle initiative pour inciter les fumeurs au moins à respecter l'environnement. Et peut-être que cette démarche va aboutir à terme à créer un domaine skiable non-fumeur, pourquoi pas. En attendant, il faudra au moins 2 ans, le temps que les derniers mégots se dégradent, pour y voir plus vert. La chanteuse Zazie revient sur scène, un spectacle à la carte pour cet artiste que rien n'enferme. Zazie suivra son instinct pour modifier son répertoire au Bataclan en fonction du public et de ses humeurs. Abdel Mostefa, Éric Delagneau. De la toile cirée, des sacs poubelles, des Z qui veulent dire Zazie. Pendant 1 mois et demi, c'est le squat au Bataclan. Pour un vrai squat, ça n'est pas compliqué. Prenez des objets qui n'ont strictement rien à faire sur scène. Par exemple, ce petit truc est un appareil de percussion, s'appelle un oudou. Avec des fleurs, ça devient un oudou-dindron. Voilà, c'était formidable. Une poubelle, que dis-je, un siège. Nous avons un cadre qui ne sert strictement à rien. Ajouter une fresque évolutive, une cuisinière lumineuse, un pied de micro serpillière, du bric-à-brac en vrac, de quoi se sentir comme à la maison, zen sur scène. Des versions à la sauce électro, un tous des anges au parfum exotique. Zazie a choisi de changer les recettes de ses succès. Pour qu'une tournée ait du goût, il faut savoir la pimenter. De pouvoir rester longtemps dans un petit endroit nous permettra, je pense, de démarcher autre chose. Un peu plus d'intimité, un peu plus de proximité, un peu plus d'improvisation, c'est-à-dire qu'on a tout fait pour qu'il n'y ait pas une seule bande qui tourne derrière et de changer la liste des chansons, de tenter des trucs qu'on ne pourrait pas tenter si on faisait un concert chaque soir dans une ville. Zazie vous promet donc des grands soirs à danser et à voir, une cuisine à la carte, mais il n'y en aura pas pour tout le monde. Moins de dates prévues que pour la tournée précédente, la jeune maman a pensé à sa petite fille née il y a 6 mois. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo, Laurent Romeshko. 20h50, entre deux, une émission consacrée à Patrick Bruel, présentée par Michel Drucker et Jean-Luc Delarue. Minuit 50, le dernier journal. Ève Mettet. Quant à moi, je vous retrouve demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. Et on se quitte sur ces images de Paris sous la neige.